Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je tourne cette vidéo dans un décor un petit peu particulier, puisque je suis en vacances en Bretagne et donc j'en profite pour faire cette vidéo en extérieur. Alors je vais aujourd'hui vous parler de ce livre, Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. C'est un livre assez connu, qu'il a publié en 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui fait partie d'un grand cycle qu'Albert Camus voulait consacrer à l'absurde. Et dans ce grand cycle devait être découpé en trois parties. La première partie consacrée à la négation, la deuxième à la révolte et la troisième à l'amour. Alors, et chaque partie devait inclure un essai, une ou plusieurs pièces de théâtre et un ou plusieurs romans. Alors pour l'absurde, dont fait partie le mythe de Sisyphe, l'essai c'est le mythe de Sisyphe, les pièces de théâtre c'est Caligula et le malentendu, et le roman c'est l'étranger. Pour la révolte, on avait l'homme révolté et la peste, et malheureusement Camus n'a pas pu écrire son troisième, n'a pas pu commencer sa troisième partie consacrée à l'amour. Alors dans cette vidéo, nous allons à plusieurs reprises faire des références à Friedrich Nietzsche, avec qui Camus entretenait une relation intellectuelle assez particulière, enfin particulière, assez importante on va dire. Par exemple, le nom de Nietzsche est cité 12 fois dans le livre Le mythe de Sisyphe. Et pour la petite histoire, quand Camus est décédé dans un accident de voiture le 4 janvier 1960, dans la Facel Vega que conduisait Gaston Gallimard, eh bien, on a trouvé dans la voiture donc le manuscrit de son roman, excusez-moi, qui devait paraître, le premier homme, et un exemplaire du Gai Savoir. Voilà, donc ça montre aussi que il entretenait un rapport constant et permanent avec Friedrich Nietzsche. C'est d'ailleurs essentiellement sur ce Gai Savoir que nous allons nous appuyer, en particulier sur deux aphorismes, l'aphorisme de l'éternel retour et l'aphorisme de la mort fati. Mais on verra ça en temps et en heure. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre la dernière partie du mythe de Sisyphe, qui justement est consacrée au mythe de Sisyphe lui-même. C'est une partie très courte, qui fait 6 pages environ. Mais pour bien comprendre cette partie, on va aussi s'appuyer sur le début du livre, on va dire une trentaine de pages du début, dans lequel Camus explique ce qu'est pour lui l'absurde et quelles sont les différentes attitudes qu'on peut avoir face à ça. Alors après, il y a toute une partie au milieu dans laquelle Camus examine différents types de personnalités, on va dire, qui vivent l'absurde. Mais bon, je vous laisserai le soin de les lire par vous-même. De toute façon, c'est un livre que je vous recommande. André Comte-Sponville dit de ce livre que tout le monde devrait l'avoir lu. Il dit on peut vivre sans avoir lu la critique de la raison pure de Kant ou des livres comme ça, mais il faudrait que chacun, que tout le monde ait lu le mythe de Sisyphe. Je pense à peu près la même chose des essais de Montaigne par ailleurs. On va donc commencer, comme je vous le disais, par le début du livre, mais par le tout début du livre, puisque dès la première page, en fait, dès la première ligne de ce livre, Camus attaque, j'ai envie de dire, le sujet à la racine directement. Il nous dit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Et donc, et il relie cette question du suicide à la question du sens de la vie. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. C'est-à-dire que, en fait, la question du suicide nous met face à la question du sens de la vie. Si la vie a un sens, alors on peut dire qu'elle vaut la peine d'être vécue, mais si la vie n'a pas de sens,
dans ce cas-là, on peut se poser la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, et donc la question du suicide. Alors, pour comprendre si la vie a un sens, bien sûr, il y a est-ce qu'on peut trouver dans le monde des réponses à certaines questions fondamentales qu'on se pose sur déjà quel est le sens de la vie, mais peut-être aussi qu'est-ce que la justice, on peut penser que ça ne vaut pas la peine de vivre dans un monde injuste. Enfin, il y a un certain nombre comme ça de questions fondamentales qu'on se pose et pour lesquelles on aimerait trouver une réponse dans le monde, c'est-à-dire que le monde nous fournisse une réponse, sachant qu'on sent bien que Camus se positionne, comment dire, à la suite de Nietzsche, mais à la suite de l'essentiel de la philosophie du 19e et du 20e, c'est-à-dire dans un monde sans Dieu. Parce qu'il est évident que si Dieu existe, alors le monde a un sens, puisque Dieu donne un sens à notre existence. Par exemple, pour les chrétiens, c'est le sens du salut. C'est-à-dire que la vie, ça consiste à rechercher le salut pour la vie éternelle. Mais dans un monde sans Dieu, comme l'a dit Nietzsche, si Dieu est mort, alors c'est à nous-mêmes de créer nos valeurs. Donc c'est à nous de donner un sens à la vie. Donc Camus se positionne, réfléchit dans ce monde sans Dieu, par rapport aux questions donc essentielles, mais aussi donc il examine la vie d'un travailleur en début du 20e, à peu près au milieu du 20e siècle. Et il dit, voilà comment il décrit la journée. C'est une façon de décrire le fameux métro boulot dodo. C'est-à-dire, Camus dit, voilà, lever, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Donc là, Camus dénonce le caractère routinier de nos existences. En particulier, des existences des travailleurs, mais en fait pas seulement. Nos vies prennent souvent un caractère extrêmement routinier. Et donc, encore une fois, là, le sens de la vie ressemble fort à un sens giratoire, en quelque sorte. Et cette image de la vie routinière ressemble beaucoup, fait penser à... donc là, je vais utiliser un des aphorismes du Gai Savoir dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aphorisme de l'éternel retour, qui s'appelle en fait le plus lourd fardeau. C'est l'aphorisme 341, dans lequel Nietzsche nous dit imagine qu'il y a un démon qui vienne te voir et qui te dise mais imagine que tu doives revivre ta vie éternellement, toute ta vie, avec ses joies, mais avec aussi ses peines. Est-ce que tu serais capable de vivre cette vie-là? Donc là, c'est exactement ce que... c'est un peu ce que nous présente Camus, pas exactement, puisque dans l'éternel retour, c'est pour l'éternité. Bon, là, il s'agit de la vie d'un travailleur, mais chaque journée se recommence un peu à l'identique. Donc en fait, on vit une espèce d'éternel retour permanent au cours de l'existence. Et Nietzsche donc dit, est-ce que tu es capable de vivre cette vie-là? Voilà. Est-ce que tu es capable, toi, de trouver un sens à une vie qui serait routinière, qu'il faudrait vivre comme ça, toujours la même chose? Mais en fait, Camus nous montre, suite à cette description de la routine quotidienne du travailleur, Camus va un peu plus loin et dit « Un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. » À un moment donné, le travailleur, l'individu, se pose la question « Mais pourquoi ?» Donc, question qui revient au sens de la vie et donc à la question du suicide. Est-ce que ça vaut la peine de vivre cette vie-là? Et donc, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, c'est pas terrible de vivre une vie quotidienne, teintée d'étonnement. C'est-à-dire, comment ça se fait que j'ai accepté jusqu'à présent de vivre cette vie-là? Mais là, Camus va plus loin, continue et dit, commence
Ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu s'arrête et se dit mais qu'est-ce que c'est que cette vie que je mène, cette vie qui n'a pas de sens, cette vie qui revient à faire toujours un peu la même chose, là il prend conscience de son existence. Et c'est ce mouvement de la conscience qui va déclencher une réflexion philosophique. Alors, pourquoi est-ce que j'accepte de vivre cette vie-là? Dans les pages suivantes, donc, Camus décrit un certain nombre comme ça de circonstances qui nous amènent à prendre conscience de ce qu'on peut commencer à appeler l'absurde. L'absurde du monde. À ce moment-là, donc, le monde nous paraît absurde. Alors, petite parenthèse, ce qu'on appelle le monde dans ce cas-là, certains l'appellent le réel, par exemple, Clément Rosset, ou la société, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est l'endroit, en quelque sorte, où on est jeté à notre naissance. À notre naissance, eh bien, on est jeté dans le monde, où on est jeté dans le réel. Voyez. Donc c'est ce dans quoi on va vivre. Donc encore une fois, il s'agit, chaque philosophe va utiliser un mot différent. Bon, il y a des petites nuances, mais globalement, c'est quand même la même chose. Et donc, comme je vous disais, la conscience, le mouvement de la conscience déclenche comme ça cette réflexion philosophique. Et cette réflexion philosophique, à un moment donné, elle amène à un renversement qui est vraiment très intéressant et très important pour bien comprendre cette question de l'absurde. Et peut-être aussi cette question du tragique. Page 39, là, Camus écrit « Dans sa clairvoyance revenue et maintenant concertée, le sentiment de l'absurde s'éclaire et se précise. Je disais que le monde est absurde, et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. » Là, vous voyez, donc, le début de la conscience, ce moment où le travailleur, l'individu s'arrête et commence à réfléchir à sa vie, comme disait Platon, une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc c'est exactement ce qu'essaye de faire Camus dans ce livre. On examine sa vie et on se dit c'est pas possible, le monde est absurde. Et là on commence à philosopher et on arrive à un point où on se dit mais non, ça n'est pas le monde qui est absurde. Le monde il est comme il est. Il est ce qu'il est. Mais c'est la confrontation entre mes attentes, mes questions, mes espoirs, donc la confrontation entre tout ça et le monde qui crée un sentiment d'absurde. Donc là, on vient de comprendre que, comme dirait aussi André Comte-Sponville est aussi un philosophe de l'absurde et du tragique. André Comte-Sponville dit en fait c'est pas le monde qui est absurde, c'est nos questions, c'est nos espoirs, c'est nos attentes. Donc finalement l'absurde est peut-être beaucoup plus en nous que dans le monde. Donc ça c'est un renversement particulièrement important qui devrait nous amener à ne jamais dire le monde est absurde. Alors malgré tout, de temps en temps, Camus va encore continuer à dire l'absurde du monde et tout, parce que c'est presque plus facile de dire ça. Il faut toujours avoir à l'esprit que l'absurde n'est pas dans le monde, mais il est dans la confrontation entre nos attentes et le monde. Donc là, on est arrivé, je dirais, à la fin de cette première partie dont je vous parlais, où on comprend ce qu'est l'absurde pour Camus. Et on peut dire que, donc, face à cette révélation, en fait, que l'absurde n'est pas dans le monde, mais est dans cette confrontation entre nous, l'homme et le monde, on peut dire qu'il y a trois positions possibles.
Alors, la première, en quelque sorte, c'est une sorte de fuite. Hein. C'est ce que Camus décrit, par exemple, en page 125. Il dit « Le sot, S-A-U-T, hein, sous toutes ses formes, la précipitation dans le divin ou l'éternel, l'abandon aux illusions du quotidien ou de l'idée, tous ces écrans cachent l'absurde. » Donc, la première attitude, en fait, c'est de ne pas vouloir, de refuser de voir l'absurde, et pour cela, de faire appel à la religion, à des idéologies, à toutes sortes de constructions mentales, en fait, hein, qui vont nous permettre d'avoir l'impression qu'on échappe à l'absurde, qu'on va donner un sens de la vie à la vie, mais un sens qui n'est pas dans le monde, un sens qui est dans une sorte d'au-delà, un arrière-monde, dirait Nietzsche. Hein, et donc là, Camus décrit bien que l'arrière-monde, c'est pas forcément le divin. Ça peut être le divin, mais ça peut être des idées d'éternité, d'absolu, euh, des illusions, ce que Clément Rosset appellera des doubles du réel. Hein, donc des illusions ou des idées, vous voyez, donc toutes sortes de constructions mentales qui vont nous permettre de masquer l'absurde, de ne pas le voir, quoi, voilà, de refuser de le voir. Donc ça, c'est la première attitude. Il y a une deuxième attitude qu'on pourrait qualifier d'absurde en quelque sorte, mais d'absurde pas dans le sens où c'est illogique, etc. Mais c'est une attitude où on va vraiment prendre au sérieux le fait que le monde par lui-même n'a pas de sens, mais on va chercher à lui donner un sens. Hein, on va chercher à donner un sens au monde, à ce que le monde réponde à nos attentes. Alors ça, c'est généralement, on trouve ça beaucoup dans des constructions politiques. On cherche à construire un monde qui a du sens, voilà, qui répond à nos idéaux de justice, d'égalité, etc. Donc ça, c'est la deuxième attitude qu'on pourrait qualifier d'absurde, mais au sens où apprennent au sérieux l'absurde. Hein. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que ces attitudes-là sont illogiques ou stupides, etc. Non, non. Puis la troisième, c'est le tragique, c'est de penser que, maintenant, en fait, le monde, il est comme il est, et quoi qu'on fasse, il ne répondra pas à nos attentes. Alors on peut l'améliorer, mais il y aura toujours de la souffrance, il y aura toujours une certaine routine, etc. Donc on ne va pas changer fondamentalement le monde. Il faut savoir que comme je l'avais dit dans ma vidéo consacrée au tragique, cette réflexion sur le tragique en tant que tel n'existait pas, n'avait pas commencé en 1942. C'est quelque chose qui vient après, à travers l'étude de Nietzsche. Mais donc, bon, même si on va voir Camus de temps en temps utilise le mot tragique, il préfère généralement parler d'absurde. Voilà. Mais cette troisième attitude, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle plutôt le tragique, par rapport à, des philosophes comme Luc Ferry ou André Comte-Sponville vont plutôt utiliser ce mot-là. Donc maintenant qu'on a bien décrit ce qu'était l'absurde pour Camus, qu'on a vu qu'il y avait trois sortes de positions, hein, trois attitudes fondamentales face à cet absurde, qui encore une fois n'est pas dans le monde, mais dans notre relation au monde. On va pouvoir entamer la dernière partie, consacrée, donc elle, comme je vous le disais, au mythe de Sisyphe lui-même. Alors Sisyphe, il y a plusieurs mythes qui parlent de lui. Bon, généralement, il fait quelque chose qui déplaît aux dieux, et les dieux, pour le punir, c'est un récit qui arrive souvent dans la mythologie, hein, avec Prométhée aussi. Mais donc, les dieux punissent Sisyphe en le condamnant à pousser un rocher, un gros rocher en haut d'une colline, mais arrivé en haut de la colline, le rocher redescend, et donc Sisyphe doit, comme ça, éternellement, pousser son rocher sur la colline et le voir redescendre, etc. Encore une fois, là on pense à l'éternel retour de Nietzsche. Hein, ce mythe de Sisyphe est une parfaite illustration de l'éternel retour de Nietzsche. Et alors, dans ce mythe, Camus fait
vous souvenez tout à l'heure par rapport au caractère routinier de l'existence, à un moment donné, le travailleur se rend compte, s'arrête et prend conscience de cette routine. On va retrouver exactement la même séquence avec Sisyphe. Donc Sisyphe a poussé son rocher en haut et il redescend vers le bas de la colline. Et là, Camus écrit « C'est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. » Voilà. Donc, sans arrêt, Sisyphe redescend, mais à un moment donné, il prend conscience, il s'arrête et il se dit « Qu'est-ce que je fais ?» Donc c'est exactement tout à l'heure hein, ce moment de la conscience qui est le démarrage hein, de la réflexion philosophique. Et alors là, il dit il est plus fort que son rocher. Donc là, par la conscience, Sisyphe prend le dessus sur son rocher. Et là, Camus ajoute si ce mythe est tragique, c'est que son héros est conscient. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, enfin juste à l'instant, je vous disais, il y avait 3 attitudes, la dernière était tragique. Et donc là, Camus nous dit, oui, le fait de prendre conscience de cette condamnation, mais aussi, donc encore une fois, hein, comme on a vu tout à l'heure, que ça n'est pas le monde qui est absurde, mais c'est nos attentes, hein, et ben c'est cette conscience-là qui rend Sisyphe tragique. Hein. Donc là, on voit bien qu'on passe de l'absurde au tragique par la conscience. Et d'ailleurs, il revient sur le thème de l'ouvrier. Il dit « L'ouvrier d'aujourd'hui travaille tous les jours de sa vie aux mêmes tâches, et ce destin n'est pas moins absurde. Mais il n'est tragique qu'au rare moment où il devient conscient. » Donc vous voyez, ce n'est pas... On voit le passage, hein, c'est-à-dire que le travail routinier, etc., peut nous donner l'impression d'un monde absurde, mais si on devient conscient de ça, si on réfléchit que, en effet, le monde est comme ça, alors là, on passe au tragique. Hein. Donc ce démarrage, hein, ce commencement du mouvement de la conscience, qui nous fait passer de l'absurde au tragique, est aussi une réflexion, nous dit Camus, sur le bonheur. On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur. Puis un tout petit peu plus loin, il dit « Mais il n'y a qu'un monde. Le bonheur et l'absurde sont 2 fils de la même terre. » Donc, ouais, c'est presque paradoxal, vous voyez, de dire c'est parce que le monde est absurde que le bonheur est possible, en fait, en quelque sorte. Hein. Ce sont des réflexions assez profondes, en fait. Et donc là, il poursuit, bon, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr, mais toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. Donc là, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il s'approprie son rocher. Et là, il s'approprie même son destin. Hein. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. Donc ce destin qui le condamne à pousser ce rocher pendant l'éternité, eh bien, finalement, ça lui appartient. Là, on pense vraiment, et à partir de là, je pense que Camus est très inspiré par l'amor fati hein, de Nietzsche, hein, dans lequel Nietzsche dit, ben oui, je ne veux plus être qu'affirmation. Ouais. Je sais que dans le monde, il y a des joies, mais il y a aussi des peines il y a des souffrances qui peuvent être terribles. Eh bien, malgré cela, moi, je veux être affirmation de ce monde. Hein. Et, enfin, oui, de mon destin, et donc, qui débouche sur cette formule, l'amor fati, et l'amour du destin, quel que soit le destin. Hein. C'est une façon, finalement, d'affirmer, de prendre possession de son destin. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Ça veut dire que, par moments, Nietzsche dit « je veux vouloir la nécessité ». Voilà, je veux, donc déjà c'est une décision, je veux vouloir la nécessité. Donc ce qui m'arrive, c'est très proche aussi de ce que dit Spinoza, hein, quand il dit la liberté, finalement c'est la connaissance des causes qui nous
détermine. Hein. Donc voilà, la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de comprendre qu'on est déterminé. Alors Spinoza était vraiment très déterministe, on peut l'être un peu moins, mais c'est pas grave. Si je sais que je suis déterminé, alors je deviens libre. Donc là, on est très très proche de tous ces mouvements de pensée, Spinoza, Nietzsche et puis là Camus. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Les 1000 petites voix émerveillées de la terre, forcément on pense à... Les idées sont dans le ciel, on pense à l'opposition Platon-Aristote, c'est-à-dire Platon met le ciel, enfin place les idées dans le ciel, c'est le tableau de Raphaël, Platon montre le ciel et Aristote montre la terre. Donc c'est une philosophie matérialiste. On ne croit pas aux idées parfaites. Ce sont les 1000 petites voix émerveillées de la terre qui s'élèvent d'un seul coup. Il n'y a rien d'autre que la terre. Il n'y a rien d'autre que le réel, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et là, l'homme absurde dit oui. Encore une fois, on pense à donc Nietzsche, l'amor fati, l'affirmation. Je ne veux plus être qu'affirmation. C'est exactement ça. C'est une illustration de l'amor fati. Donc là, on approche vraiment de la fin du livre. Donc un petit peu plus loin, Camus écrit donc « Il, Sisyphe, se sait le maître de ses jours ». Donc il n'est pas le maître de ce qu'il va pouvoir faire, mais il a pris le dessus. Ça devient, son rocher devient sa chose, son destin, eh bien il l'affirme. On arrive maintenant au dernier paragraphe. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Je vous avais dit l'aphorisme du Gai Savoir dans lequel Nietzsche parle de l'éternel retour, s'appelle, enfin dans certaines traductions, s'appelle le plus lourd fardeau. C'est parfois le poids le plus lourd, mais je trouve que l'expression le plus lourd fardeau est plus belle, plus évocatrice. Et là, c'est le mot qu'utilise Camus. Réellement, je ne pense pas que ça soit par hasard. On retrouve toujours son fardeau. Ouais, vous voyez. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Alors, Camus utilise l'expression lui aussi parce qu'à un moment donné, il parle d'Oedipe qui aurait dit tout est bien à la fin. Donc, lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître, on peut entendre sans Dieu en fait, cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. En fait, ce monde qui est sans Dieu, qui est sans maître, mais cependant n'est pas vide. Il n'est pas vide parce qu'il y a les 1000 petites voix émerveillées de la terre. Donc il n'est pas vide parce qu'il est plein de la matière, du réel et de la vie. C'est très important. Donc c'est l'abandon d'idées supérieures pour les valeurs de la vie, du monde réel. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. On n'a pas besoin d'autre chose que ce qu'on a sous les mains. Pour Sisyphe, son monde à lui, c'est son rocher et la montagne. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et donc à ce moment-là, forcément, l'univers n'est plus vide. L'univers est plein de cette montagne et de ce rocher. Il n'est vide, comme dirait Bergson, c'est quand on attend quelque chose, quand on s'attend à voir quelque chose qu'on voit du vide. Mais si on regarde le réel, il n'y a jamais de vide, il y a toujours quelque chose. Donc ne nous paraissent vides que les emplacements où on s'attend à trouver quelque chose, et comme on ne trouve pas ce qu'on attend, on dit c'est vide. Donc l'univers pouvait paraître vide à Sisyphe ou à tout le monde, quand on attend quelque chose de lui, et comme le monde ne répond pas à nos questions, eh ben non, le monde ne nous renvoie pas la réponse qu'on attendait, et là on dit le monde est vide. Mais si comme Sisyphe,
on se dit, ah bah oui, le monde, c'est ce rocher et cette montagne, à ce moment-là, le monde n'est plus vide du tout. Vous voyez, c'est vraiment très important, cette idée que, donc, chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, dans la pierre, d'un seul coup, c'est plus juste une pierre, il y a des éclats, il voit plein de détails dans sa pierre, vous voyez, donc ça devient son monde, et ce monde est très riche, en fait. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Cette dernière phrase est absolument magnifique, elle est connue. Moi, quand j'avais lu la première fois ce livre, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça, pour être franc, je n'avais pas bien compris pourquoi Sisyphe est heureux. Il a fallu que je passe, bien sûr, par Nietzsche, par la compréhension de la philosophie tragique de Nietzsche, pour comprendre pourquoi Sisyphe est heureux et pourquoi cette acceptation, cette affirmation de son destin, finalement, est peut-être la seule façon d'être vraiment heureux, hein, ou d'être dans la joie, comme dirait Clément Rosset, hein, qui est un philosophe aussi très inspiré par Nietzsche. Nous sommes arrivés, bien sûr, en fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, eh bien, récompensez-la d'un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des commentaires à faire sur mon interprétation du mythe de Sisyphe, hein, puisque le passage par le tragique n'est pas forcément ce qu'on nous enseigne, par exemple, à l'école, hein, donc c'est mon interprétation à la lumière de Nietzsche, et des interprétations modernes de Nietzsche d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous la vidéo, je serais vraiment très content de les lire, et j'essaierai de vous répondre hein, si j'y arrive. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.